Lorsque l'actualité s'affole, suivez Le Point sur Métropole. Le Point tous les matins à 9 h, simultanément sur Radio et Télémétropole. Reprise, 1h30. Le Point est une courtoisie de la BNC, Banque nationale de crédit. Unipièce, représentant les batteries Bosch. Accordia Shipping et Lisa Lotto. Madame, monsieur, bonjour. Bienvenue à la rubrique Le Point de Radio et Télémétropole. Merci de votre fidélité, merci de l'intérêt. Un artiste haïtien a dit, et je cite, qu'on doit donner le monde aux femmes. Moi, j'ajouterais, et si l'on dit de préférence, qu'on doit donner ou remettre le monde aux jeunes. Qu'est-ce que ça peut donner? Qu'est-ce que ça pourrait donner? Ou encore, qu'est-ce que ça va donner? J'ai le plaisir d'accueillir ce matin sur le plateau de la rubrique Le Point une jeune. Elle n'a que 25 ans, elle évolue aux États-Unis d'Amérique depuis quelques années déjà, pas beaucoup. Il s'agit donc de Wendy Lens Civil. Elle a donc une fondation en Haïti. Elle évolue dans le domaine de l'éducation. Wendy Lens Civil va nous parler de ses projets pour le pays et comment est-ce qu'elle entend, je dirais, contribuer ou apporter sa pierre dans la reconstruction d'Haïti. C'est avec plaisir qu'on l'accueille sur le plateau de la rubrique Le Point. Wendy Lens Civil, bonjour, bienvenue sur Métropole. Bonjour, M. Wendel, merci de m'accueillir sur Métropole. C'est un plaisir d'être avec vous. Oui. Et en guise de présentation, qu'est-ce que vous diriez, qu'est-ce que vous auriez aimé ajouter à ce que je viens de dire? Qui êtes-vous? Donc, je pense que pour me présenter brièvement, comme vous l'avez mentionné, je suis Wendy Civil. J'évolue aux États-Unis depuis maintenant 5 ans. J'ai laissé Haïti à peu près en 2021. Mais j'ai commencé à travailler en Haïti très jeune, tout de suite après avoir terminé mes classes secondaires à 18 ans. Donc, c'est là que, comme vous l'avez mentionné, j'ai fondé ma fondation et plus tard, j'aurai une organisation éducative qui évolue également en Haïti. Du côté éducatif, pour moi personnellement, j'étudie la science des données aux États-Unis. C'est l'une des raisons qui m'a aussi poussé à laisser le pays, bien que ce n'était pas vraiment voulu, puisque tout ce que je fais, tout ce que j'aimerais faire, c'est en Haïti. Mais en gros, c'est ça. Je pense qu'on pourra rentrer dans les détails de mon travail à travers la fondation et des projets à venir. C'est-à-dire, si vous pensez ainsi, si vous travaillez, comme vous venez de le dire, c'est que vous avez, en plus des projets de travailler pour Haïti, vous avez aussi un projet de revenir en Haïti, non? Bien sûr. Vous avez le projet de revenir en Haïti. Oui. Alors, vous avez laissé le pays depuis 2019, c'est ça? En 2019? 2021. 2021. Donc ça fait déjà 5 ans. Oui. OK. Maintenant, avec votre projet, d'abord, votre fondation évolue dans quel domaine? Éducation? On évolue exactement, de l'éducation. Qu'est-ce que vous faites? Vous formez les gens, vous encadrez les gens, vous faites des dons? Parlez-nous. Donc, l'organisation s'appelle Arts. Et à travers Arts, on se spécialise dans le domaine de l'éducation, mais d'introduire les jeunes haïtiens aux nouvelles technologies, c'est-à-dire à la robotique, à la programmation, l'intelligence artificielle et ce qu'on appelle aussi le prototypage. Donc, notre objectif principal, c'est vraiment de donner aux jeunes haïtiens la possibilité d'expérimenter les nouvelles technologies qui s'étendent principalement à l'étranger, mais que nous avons réalisé que les jeunes haïtiens manquent d'accès. Donc, c'est principalement ce qu'on fait. On fait des formations, on a des programmes
communautaire, mais tous nos programmes et nos formations sont 100% gratuits. Et aussi, on offre des opportunités d'emploi dans le domaine de l'intelligence artificielle pour des entreprises étrangères aux jeunes haïtiens. Donc, on les forme et on les permet également de trouver des emplois dans l'intelligence artificielle, dans ce qu'on appelle l'AI, ChatGPT, la robotique automatisée, tout ça. Donc, on fait ça à travers la fondation. Vous formez combien de personnes actuellement? Donc, nos formations, on a 2 éditions par année et chaque édition, on forme 180 jeunes. Donc, on a déjà formé presque 400 jeunes. On a une nouvelle édition qui commence en août. Encore, on va prendre 180 jeunes pour former. Et on a 6 différents piliers ou encore 6 différents champs que les jeunes peuvent choisir, que ce soit la robotique, le codage, le pilotage de drones, l'ingénierie, l'énergie renouvelable et l'intelligence artificielle. Et vous n'êtes pas seul à former ces jeunes, vous avez une équipe avec vous? Oui, on a une équipe qui est basée en Haïti, on a une équipe de formateurs, on a une équipe pour les opérations de l'organisation. J'ai principalement notre chef d'opération, Olivier Durand, qui s'assure de tout ce qui a à voir avec les opérations. On a aussi des volontaires qui nous rejoignent en cas de besoin. Mais c'est principalement nos formateurs, nos assistants et l'équipe d'opération qui nous aident à maintenir le travail. Mais vous faites tout ça à distance? Oui. Où est-ce que vous trouvez les fonds pour faire fonctionner la fondation, l'organisation? En fait, là, si je crois comprendre, c'est qu'il y a la fondation, il y a aussi une organisation. Oui. Donc, pour la fondation, on a récemment reçu des financements de la part de la DRH. On a également des partenaires. On a différents partenaires, par exemple le ZIP, l'institution des photoniques qui nous soutenait également. On a aussi des partenaires qui nous donnent des matériels. C'est des formations pratiques. On ne se focalise pas seulement sur des présentations, mais nos jeunes, là, ils construisent des robots qui fonctionnent, des prototypes qui fonctionnent. Donc, on a pas mal de partenaires qui nous donnent des matériels qu'on a besoin. Mais sinon, on est toujours, je pourrais dire, à la recherche de beaucoup plus de rendement pour qu'on ait beaucoup plus de matériel, des projets encore plus avancés avec les jeunes. Comment vous pensez pouvoir contribuer au développement d'Haïti à travers ce que vous faites? Donc, pour moi, je pense que le développement d'Haïti ne va pas se faire sans l'innovation, ça ne va pas se faire sans la technologie. Et la meilleure façon de rentrer dans cette champ d'innovation, dans cette traînée d'innovation, c'est de commencer avec les jeunes et on doit commencer dès le plus jeune âge. Donc, on a notre programme qui s'appelle l'Éducation Innovation Café. Donc, ce programme-là, on commence avec les jeunes de 18 à 30 ans, mais on a l'organisation dont je vous ai parlé précédemment, le Mobile Maker Lab. Nous autres, on va directement dans les écoles et on travaille avec les élèves de la NS1 à la NS3. Donc, on va encore plus bas, en plus bas d'âge, pour qu'on puisse vraiment les faire découvrir l'innovation, la technologie très tôt et voir comment ils peuvent intégrer leurs connaissances à travers des projets communautaires. Donc, on utilise ce qu'ils apprennent pour les permettre à créer des projets communautaires pour répondre à des problèmes réels qu'ils rencontrent dans leur communauté. On dénonce souvent le manque de pratique chez les apprenants en Haïti. Est-ce que vous avez un volet pratique aussi? Surtout, vous parliez tantôt de la robotique. Est-ce que ça reste au stade de la théorie seulement? On ne fait pas de théorie dans Arts. Tout ce qu'on fait, c'est pratique. Expliquez. C'est un programme intensif. On appelle notre programme un programme intensif. Et on fait seulement de la pratique. Bien sûr, avec les bases qu'on donne aux jeunes, c'est pas la théorie.
mais on construit des prototypes qui fonctionnent. Les jeunes ne viennent pas écouter, mais les jeunes viennent créer à travers eux. Donc, on a des jeunes qui créent des systèmes qui fonctionnent, que ce soit les élèves des écoles ou encore ceux qui participent à notre formation à travers la Fondation. Ils créent des systèmes, que ce soit pour le secteur de l'agriculture, pour le secteur de l'éducation ou bien et tant d'autres. Donc, ils créent des projets, comme j'ai mentionné, qui fonctionnent. On ne crée pas non plus des projets théoriques. Donc, ils sont capables d'expérimenter, d'exposer, de faire bouger, de faire fonctionner tout ce qu'ils créent. Et ça fait déjà, vous avez dit que ça fait déjà quelques années, au moins vous auriez formé quelques 400 jeunes, c'est ça? J'ai bien compris? Donc, à travers le programme EIC, le programme intensif, on a formé 400 jeunes, mais on a d'autres programmes à travers la Fondation. On a pu atteindre, je pourrais dire, les 1000 et quelques jeunes. Mais aussi à travers le Mobile Maker Lab, on travaille avec les écoles. Donc, chaque école peut avoir un cohorte de entre 30 à 45 élèves de NS1 à NS3. Ils font la sélection et nous, on maintient les cohortes. Donc, par année, on peut atteindre les 500 jeunes. Et pour l'année à venir, l'année scolaire à venir, 2026-2027, on a 10 autres écoles qui vont rejoindre le Mobile Maker Lab, donc qui va agrandir l'impact qu'on fait sur les jeunes. Lens, on va faire la pause et on revient et on profitera de la deuxième partie pour parler des autres projets. Qu'est-ce que vous en pensez? D'accord, il n'y a pas de problème. D'accord. Vous suivez, madame, monsieur, la rubrique Le Point de Radio et Télémétropole. Notre invité ce matin, Wendy Lens Civil. A tout de suite, après la pause. Le Point est une courtoisie de la BNC, Banque nationale de crédit. Unipièce, représentant les batteries Bosch. Accordia Shipping et Lisa Lotto. Bienvenue à la deuxième partie de la rubrique Le Point de Métropole. Ce matin, ce 2 juillet, notre invitée, la jeune Wendy Lens Civil, qui partage avec nous ses projets, ses idées. Elle est surtout dans l'éducation. Avec elle, on a parlé de ses expériences, de sa formation en sciences des données. Elle dirige une fondation, c'est Heart, le nom de la fondation. J'ai bien saisi. Oui, oui. C'est ça? Oui. Alors maintenant, peut-être on va revenir sur la fondation, mais il y a encore d'autres projets apparemment. Vous voulez bien nous en parler? Bien sûr. Donc, l'une des choses que j'aime mentionner lorsque je parle du travail que je fais, c'est qu'on construit un écosystème. Ce ne sont pas des projets qui sont détachés, mais c'est un écosystème qu'on construit dans le secteur de l'éducation et surtout, comme j'ai mentionné, à travers l'innovation, à travers la technologie. Donc, on a le Mobile Maker Lab. Le Mobile Maker Lab, c'est un projet très innovatif. C'est un maker bus qui voyage à travers les écoles en Haïti qui n'ont pas accès à des laboratoires technologiques. Donc, on voyage nous-mêmes directement avec ce maker bus pour apporter les laboratoires technologiques aux écoles. Et on dispose des cours de robotique, de programmation et d'intelligence artificielle appliquée pour ces écoles-là. Donc, ces formations sont ouvertes aux élèves de la NS1 à la NS3. De là étant, on les permet de vraiment mieux comprendre ce secteur et de mieux se préparer lorsqu'ils seront en marge de l'université. Donc, pour mieux leur préparer à faire des choix de métiers à venir. Qui supervise la formation? Donc, on a nos formateurs
nos formateurs, ce sont des jeunes formés et qualifiés. Donc, on a, je pourrais dire, une équipe de formateurs. Certains d'entre eux sont des récents gradués de Kiskeya, de l'USI, en ingénierie ou champ connexe, et d'autres sont des professionnels du secteur. Et puis, ils sont accompagnés d'assistants, parce qu'on permet aussi aux autres jeunes d'avoir des opportunités de travail. Donc, d'autres jeunes qui ont participé aux formations qu'on a fait, qui ont vraiment bien appliqué, on les permet d'être des assistants et ils assistent ces professeurs-là. Et tous nos opportunités de travail sont rémunérées. Donc, c'est encore je peux dire une double opportunité de mieux supporter ces jeunes-là. Mm-hmm. L'État a un droit de regard sur ce que vous faites aussi? Pour le moment, oui. Oui, et on essaie de faire des partenariats avec les institutions publiques parce qu'on veut apporter ces mobiles-là, ces mobiles Maker Lab aux écoles publiques. Pour le moment, on travaille avec les écoles privées, mais le but ultime, c'est d'offrir ces formations-là aux écoles publiques, aux écoles nationales, gratuites. Donc, on est en train de voir comment on peut avoir des subventions de la part de certaines institutions pour subventionner des écoles publiques et permettre aussi aux jeunes des quartiers vulnérables ou encore qui n'ont vraiment pas l'accès d'en bénéficier. Vous avez dit gratuitement, vous donnez ces... Pour les écoles publiques. Les écoles privées paient des frais, mais pour les écoles publiques, c'est gratuit. Combien d'enfants, combien de jeunes vous pensez pouvoir aider en ce sens? À combien vous donnez cette possibilité gratuitement? Vous offrez cette possibilité gratuitement? Donc, par année, on peut accueillir une dizaine d'écoles. Comme j'ai dit, on fait la sélection entre les classes de la NS1 et NS3 et on permet aux écoles de sélectionner entre 30 à 45 élèves au total. Peut-on revenir sur quelques détails? Ces enfants-là, ils ont accès à la robotique, à quoi encore? Donc, ils ont accès à la robotique, à la programmation, à l'ingénierie et aussi à l'intelligence artificielle. Donc, on les introduit aux nouvelles technologies. Ils ont accès aux connaissances de base, mais ils travaillent sur des projets de fin d'année. Donc, on les propose de réfléchir sur des problèmes qu'ils ont remarqués, que ce soit dans leur communauté ou dans l'école, et de créer des projets robotiques et automatisés pour répondre à ces problèmes-là. Donc, on ne se focalise simplement pas à les donner je pourrais dire, les leçons de base, mais on les permet d'être aussi des citoyens engagés à travers l'innovation, ce qu'on appelle l'innovation sociale. Donc, comment utiliser l'innovation pour répondre à des problèmes communautaires. Et comment, ou encore, que font les jeunes pour bénéficier, ou encore pour avoir accès à ces cours? Qu'est-ce qu'ils doivent faire? Donc, normalement, on travaille directement avec les directions des écoles. Donc, on rentre en contact pour les écoles, nous contactent eux-mêmes. Donc, on fait tout directement, officieusement avec les directions d'école pour le mobile Maker Lab. Mais pour les autres formations qu'on fait, par exemple, à travers la fondation, les élèves ou les jeunes peuvent appliquer de par eux-mêmes lorsque la période d'application sera ouverte. Est-ce que l'ENS a de petites ambitions politiques, par exemple? Non, pas du tout. Pas du tout. Vous faites ça? Allez-y. Je me focalise principalement sur la technologie. Moi, je suis très passionnée par la technologie. J'ai des rêves pour travailler pour des institutions technologiques, que ce soit Google ou Apple, Microsoft, ce genre d'organisation. Mais mon but ultime, c'est de partager les connaissances que je reçois de mon côté. C'est principalement la raison pour laquelle je fais ce travail en Haïti. Je pense qu'il est très facile aux États-Unis d'avoir accès à ces outils et je me suis toujours dit pourquoi
il n'en est pas de même en Haïti. Donc, toutes ces opportunités que je reçois de mon côté, je fais de mon possible pour les partager avec les jeunes en Haïti. Oui, non, non, je comprends. Les jeunes sont plutôt orientés vers quoi? Quelle est la tendance, je voulais dire? Est-ce que vous sentez le besoin, la demande pour la robotique? Quelle est la tendance? Donc, on a beaucoup de demandes pour la robotique et le pilotage de drones. On a notre dernière édition, on a reçu plus d'une centaine d'applications pour la robotique seulement et également pour le pilotage de drones. Ils sont vraiment très passionnés par la robotique. Je pense que c'est parce qu'ils n'ont pas vraiment accès. Il n'y a pas vraiment beaucoup, je pourrais dire, d'institutions qui font ça en Haïti. Donc, la robotique, et on a aussi le prototypage qui est un peu l'étape bien avant la robotique. Donc, ils sont vraiment intéressés par cela. Et également, dans les écoles, ils reçoivent les formations avec une facilité qui m'étonne des fois parce qu'ils n'ont jamais expérimenté ça, mais ils apprennent facilement. Ils sont vraiment excités à l'idée de travailler sur ces projets, de voir leur robot bouger, tout ça. Donc, c'est très, très intéressant à voir. En termes de demande sur le marché du travail, vous pensez qu'on arrivera à un moment où il y aura beaucoup de demandes pour le pilotage de drones en Haïti? Pour le pilotage de drones, certainement, mais je ne pense pas que ça va arriver bien avant qu'on ait des lois précises sur le pilotage de drones, des règlements précis sur le pilotage de drones que les jeunes pourront vraiment suivre. Là maintenant, lorsqu'on fait nos formations, on suit les lois internationales et un peu, je pense que la PNH a aussi des réglementations, quelques réglementations que l'on suit, mais il faut des lois officielles, il faut des réglementations officielles quand on parle de pilotage de drones. Donc, je pense que oui, ça va servir que ce soit dans le secteur du loisir ou encore de la sécurité et tout ça. Mais aussi pour la robotique, je pense que l'automatisation, je pense, mais c'est beaucoup plus pour les industries. Donc, je pense que les manufactures en Haïti pourront vraiment bénéficier de la robotique et de tout ça. Oui, même si ce n'est pas tout de suite. Même si ce n'est pas tout de suite. Non, parce que j'imagine, évidemment, ma question est une réaction à ce que vous venez de dire. Il y a beaucoup de demandes pour le pilotage de drones et pour la robotique. Ce qui pourrait laisser croire que nos jeunes sont bien branchés, je dirais, sont bien avancés, non? Oui, ils sont bien avancés. C'est l'une des choses que j'ai réalisées, surtout avec la poussée de l'AI, mais ils ont accès à la surface, je pourrais dire, de ce qui se passe. Ils utilisent, par exemple, l'intelligence artificielle générative où ils créent des images, des vidéos. Et moi, je veux les faire comprendre qu'il y a plus encore derrière l'intelligence artificielle. Comment utiliser cet outil-là dans le secteur de l'éducation, de la santé, de l'agriculture. Donc, on les permet d'utiliser, par exemple, l'intelligence artificielle pour créer des systèmes qui vont être utiles aux agriculteurs. Donc, ils créent des systèmes qui détectent la température, l'humidité, la santé du sol et qui créent des solutions en temps réel pour les agriculteurs. Donc, on essaie vraiment de les faire comprendre qu'en dehors de ce qui se passe sur les réseaux sociaux, l'intelligence artificielle, c'est un outil vraiment puissant et qui peut vraiment aider notre société, même si c'est dans 5-10 ans, je pense qu'on est sur le bon chemin. On est sur le bon chemin et dans 5-10 ans, on ne pourra pas s'en passer. Là, je fais allusion à l'intelligence artificielle.
Oui, bon, faut pas rester, je pourrais dire, faut pas rester en arrière du train, parce que le train de l'intelligence artificielle, ça va très vite à l'international. Donc, ils utilisent ça vraiment dans tous les secteurs pour faire des créations vraiment extraordinaires, pour créer des solutions vraiment extraordinaires, et pourquoi pas Haïti. Donc, je pense qu'on ne doit pas rester à l'arrière du bus. On doit bien entendu régulariser ça et voir comment on peut vraiment utiliser ça à des fins positives. C'est la fondation qui fait ça ou l'autre organisation? Oui, oui, c'est la fondation. C'est la fondation. OK. Et vous avez dit que vous bénéficiez d'un soutien financier de quelques institutions haïtiennes? Oui, oui. Par exemple, de la BRH, qui nous avait soutenu l'année dernière et pour cette édition-là. On avait aussi l'institution d'Infotronic qui nous soutient. Nos formations se font dans les locaux de l'Infotronic ou encore les cours privés de lui. On a une formation qui se faisait également dans leurs locaux. Donc, tous ces supports-là nous permettent soit d'avoir moins de dépenses, par exemple, pour les locaux et tout ça, ou encore de pouvoir acquérir les matériels pour les formations à travers les supports financiers. Mais c'est, je vais dire, ça compte beaucoup, mais c'est pas beaucoup. Donc, on cherche toujours comment on peut accueillir davantage de supports, davantage de partenaires ou encore de sponsors pour nos formations pour atteindre beaucoup plus de jeunes. C'est ça le projet. In fine, c'est ça le projet. Accueillir beaucoup plus de gens, former beaucoup plus de gens. Oui, oui. Et dire dans 10 ans qu'on aura des jeunes très bien formés et prêts pour faire face à la vie. Oui, exactement. Vous comptez former des milliers? Bien entendu. L'une des choses qui est vraiment importante pour nous, c'est pas les former et passer à autre chose. On a notre écosystème, on reste en contact avec eux, ils intègrent notre réseau d'anciens élèves et on les offre des opportunités de travail. Donc, on travaille avec des organisations, des entreprises internationales, par exemple, dans la robotique et l'intelligence artificielle. Là, maintenant, on a des jeunes haïtiens qui entraînent des systèmes pour des organisations, des entreprises internationales. Donc, c'est l'idée, c'est pas de former et de passer à autre chose, c'est de créer un écosystème, c'est de les faire voir comment appliquer les formations qu'ils reçoivent et de rester dans ce réseau pour grandir et voir comment ils peuvent vraiment créer leur avenir dans ce secteur-là. Et puis devenir autonome aussi, si possible? Exactement. Vous leur avez inculqué ces notions? Oui, oui. Devenir autonome à partir de la robotique, à partir de l'intelligence artificielle, quoi encore? Mais vous vous spécialisez en sciences des données, pas vrai? C'est ça? Oui, oui. C'est pas difficile? Bon, pour moi, pas vraiment. Bon, j'aime beaucoup les sciences des données parce que pour moi, les données, c'est très important. C'est puissant. Je pense que pour la majorité des projets qu'on a pour le pays, on ne peut pas les réaliser sans les données adéquates. Donc, c'est l'une des raisons qui m'a aussi poussée vers les sciences des données. Mais aussi, je pourrais dire cette tendance que j'ai remarqué que nos analyses les plus importantes se réalisent à travers des organisations internationales. Donc, on n'a pas vraiment beaucoup d'institutions qui gèrent nos données, qui créent de nouvelles tendances d'analyse, de recherche et tout ça. Donc, pour moi, c'est vraiment important d'avoir des institutions haïtiennes qui gèrent les données des Haïtiens et qui créent aussi de nouvelles données pour permettre de mieux réfléchir, de mieux concevoir des projets. Maintenant, si nous abordons l'aspect perspective, Haïti dans 15 ans, robotique, intelligence artificielle, pilotage des données, Haïti sera quoi, selon vous?
Pour moi, les objectifs qu'on a à travers la Fondation ou encore l'entreprise Mobile Mekelab, c'est d'être sur le territoire national. Donc, à partir de l'année prochaine, on va dans les provinces. Et moi, c'est vraiment important de permettre aux jeunes dans les provinces, et spécialement les villes reculées d'Haïti, d'avoir accès à ce que nous faisons. Donc, c'est vraiment avoir une équipe nationale des jeunes à travers le pays qui expérimentent la robotique, l'innovation et tout ça, et qui le comprennent également et qui sont prêts à rentrer dans le secteur, par exemple, à aller étudier l'ingénierie mécanique ou encore l'ingénierie civile et tout ça. Parce qu'on n'a pas encore d'université qui offre la robotique en Haïti ou session d'activité. Mais l'ingénierie, c'est celui qui est plus connexe, qui est plus proche. Donc, on veut vraiment leur faire savoir qu'il y a beaucoup plus de champs de métiers quand ils seront proches de l'université et tout ça. Et pour avoir également les entreprises d'Haïti qui utilisent ces systèmes-là, qui utilisent le système de l'intelligence artificielle, qui utilisent le système de la robotique pour mieux servir la population et tout ça. Wendy Lenz Civil, nous sommes arrivés au terme de l'émission. Avez-vous un dernier mot? Donc, moi, ce que je dirais aux jeunes, c'est de rêver grand. C'est surtout les jeunes filles de ne pas être intimidées. C'est toujours un plaisir de voir les jeunes filles dans nos salles de robotique, dans nos salles de pilotage de drone ou de programmation. Donc, c'est de rester curieux et de ne pas s'intimider face aux nouvelles technologies, face à cette bouée d'innovation et de vraiment essayer de voir comment ils peuvent utiliser leurs connaissances, ce qu'ils ont pour aider leur communauté. Vous en avez beaucoup? Je parle des femmes. De jeunes femmes, vous en avez beaucoup? On en a pas mal. C'est quelque chose qui m'avait surpris, pour être honnête, mais on a beaucoup plus de femmes dans notre cohorte de robotique, de prototypage que dans les autres. C'est quoi le pourcentage? Donc, on avait eu à peu près 40 à 35% de femmes, donc qui est vraiment intéressant. On pense à comment elles sont exclues la plupart du temps. Donc, c'est quelque chose qu'on essaie de pousser davantage pour voir comment on peut atteindre les 55 et 60% pour l'édition à venir. Merci, Madame Civil, Wendy Lenz Civil. J'étais content de vous entendre. J'espère qu'on a appris pas mal de choses et les jeunes aussi qui nous ont suivis vont profiter des conseils, des informations que vous avez partagées avec eux ce matin à travers la rubrique Le Point de Métropole. D'accord, merci beaucoup, M. Wendel, pour l'opportunité. C'était un plaisir de discuter avec vous. À bientôt. Bonne journée. Merci. Vous avez suivi, madame, monsieur, la rubrique Le Point de Radio et Télémétropole. C'était Wendy Lenz Civil. Merci de nous avoir suivis, madame, monsieur. Passez une bonne journée avec Métropole et à demain. Lorsque l'actualité s'affole, suivez Le Point sur Métropole. Le Point tous les matins à 9h, simultanément sur Radio et Télémétropole. Reprise, 1h30. Le Point est une courtoisie de la BNC, Banque nationale de crédit. Unipièce, représentant les batteries Bosch. Accordia Shipping et Lisa Lotto.